Salut à tous, salut à toutes. On est de retour sur After Start, votre rendez-vous football. On espère que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année. En tout cas, toute l'équipe vous souhaite une agréable année 2019 en espérant qu'il y aura beaucoup de bons événements et de bons rendez-vous. Et d'ailleurs, cette année 2009, forcément, elle va commencer par les CAF Awards. On va savoir qui sera le Ballon d'Or 2018. Il y aura aussi la CAN qui sera très attendue, la Coupe du Monde féminine, la Ligue des Champions, la Coupe de la CAF. Vous l'aurez compris, beaucoup de rendez-vous football. On va d'ailleurs dans cette émission en parler, voir qu'est-ce qui attend l'Afrique pour ces 12 prochains mois. Pour m'accompagner, forcément, je ne suis jamais seul. Aujourd'hui, j'ai deux invités de choix. À ma droite, Scott Kadina, allez au Palais d'Arfoot. Bonjour Scott. Bonjour Mansour. Bonne année. Merci pareillement. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Une qualification à la CAN. La RDC? Oui, si possible. On l'espère pour les Léopards. Et on sera aussi accompagné de Karim Baldé de TV5 Monde. Bonjour Karim. Salut Mansour et puis bonne année à tout le monde. Exactement, bonne année à toi aussi. Bon, toi, la Guinée est déjà qualifiée, donc ça va. Mais on espère aussi les Comores, comme je suis moitié comorien. C'est et on aura l'occasion d'en reparler, je pense. On va reparler, effectivement, on va reparler. Oui. Voilà. Messieurs, je disais en introduction, il y aura beaucoup de football cette année. Et d'ailleurs, ce que je propose, c'est de regarder un petit peu les grands rendez-vous qui nous attendent. On vous a concocté quelques tableaux. Notamment, ça va commencer par la cérémonie des CAF Awards, qui aura lieu ce mardi. On saura enfin qui est le Ballon d'Or 2018. Est-ce que Mohamed Salah va être reconduit pour un deuxième succès? Il y aura aussi le comité exécutif de la CAF dès le lendemain. Donc le mercredi 9 janvier, on connaîtra le pays hôte de la CAN 2019. Cette CAN 2019 qui fait couler beaucoup d'encre depuis tant de semaines, pour ne pas dire de mois. Ensuite, au mois de mars, il y aura aussi la 6e journée des éliminatoires de la CAN 2019. On va connaître le pays hôte de la CAN avant les qualifiés. On fait les choses à l'avance. Il y aura aussi la CAN des moins de 20 ans qui aura lieu du 2 au 17 février au Niger. Ensuite, on va aussi forcément parler des compétitions interclubs parce que on s'est quitté l'année dernière sur le sacre de l'Espérance Tunis en Ligue des Champions et du Raja Casablanca en Coupe de la CAF. Les deux équipes remettent leur titre en jeu. On va voir un petit peu ce qui va se passer. Ce seront des équipes qui seront attendues. Et enfin, pour finir, en juin, il y aura la Coupe du Monde féminine et cette fameuse CAN. Beau programme sur papier. Qui aura lieu quelque part. Si elle n'est pas reportée à la dernière minute. À l'instant, on se parle. Au moment où on parle, en tout cas, elle aura lieu en juin. Et à 24. La première CAN à 24 de l'histoire, c'est pas rien. Alors d'ailleurs, messieurs, on va commencer par cette première CAN, la première CAN à 24. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre avant de rentrer même dans le vif du sujet? Alors, c'est une nouveauté. L'Afrique n'a jamais organisé une CAN à 24. On va être très curieux de savoir comment est-ce qu'elle va être organisée, plutôt que du football qui va être produit. Parce qu'on est tellement dans l'improvisation, tout se joue à la dernière minute, qu'on se focalise même plus sur le jeu. Et c'est vrai que les performances des équipes africaines en ce moment sont en baisse. On l'a vu notamment à la Coupe du Monde. Mais voilà, la CAN 2019, elle va se jouer dans un pays dont on ignore encore le nom. Mais ça sera un pays qui va devoir avoir la lourde tâche d'organiser la CAN convenablement. Parce que c'est ça en fait qui fait défaut. C'est l'organisation. Et c'est ça qui va primer avant le jeu et les autres choses. En fait, comme le disait Scott, le problème c'est l'organisation. On disait tout à l'heure aussi off, l'organisation, on parlait aussi des stades entretien. Exactement. Et anticipation, on dirait qu'on n'est jamais dans l'anticipation le coup d'après. On n'est pas dans l'anticipation et la CAF ne l'a pas été puisque lorsque Ahmad Ahmad a décidé de passer la compétition de 16 à 24 équipes, les CAN suivantes étaient déjà affectées, notamment au Cameroun à la base et puis en Côte d'Ivoire et en Guinée. Donc finalement, ces pays-là ne pouvaient pas se préparer, ne pouvaient pas anticiper ça au moment où elles avaient candidaté quelques années auparavant. Forcément, ça implique de l'improvisation générale. Alors après le retrait du Cameroun, maintenant ce sera officiellement de l'improvisation puisque que ce soit l'Égypte, l'Afrique du Sud ou la tierce pays, par exemple un autre pays maghrébin qui préparait ses stades, par exemple, je ne veux pas citer de nom, voilà, ce sera forcément quelque chose d'inattendu et on le voit bien même avec l'Afrique du Sud, ils ont porté leur candidature, mais on voit bien que la fédération sud-africaine demande des garanties à la CAF, demande de savoir combien elle doit mettre sur la table, combien d'hôtels elle doit avoir. Donc même un pays, un grand pays comme l'Afrique du Sud qui a déjà organisé le mondial, eh ben, elle est dans l'expectative de savoir un petit peu ce qu'on va lui demander dans le cahier des charges qui va être mis en place d'ici au mois de juin prochain. Alors c'est vraiment dommage parce qu'on se concentre plus sur l'organisation que sur le jeu. Et c'est ça qui est surprenant, c'est qu'à quelques mois de la CAN, on se demande comment est-ce qu'elle va être organisée, avec quel stade, est-ce qu'ils seront dans des bonnes conditions, est-ce que la température va être bonne, etc. Et on ne se concentre pas sur le jeu qui devrait être la principale raison pour lesquelles les gens devraient se préoccuper. Et puis ça fait une très mauvaise pub à l'international aussi, au-delà, parce que nous on suit le football africain de près, donc on est presque trop habitués. Mais ceux qui voient ça de l'extérieur, moi je me
me souviens d'un article du site français SoFoot Ouais. qui disait que la CAN, c'est la seule compétition où on n'est pas au Exactement. courant voilà, d'organisateurs avant de voir les enfin, on est au courant des qualifiés avant de savoir où ça va se Où passer. ça se passe. C'est pas J'ai lu normal. cet article, Voilà. j'ai lu. Il y aura aussi, messieurs, du football féminin cette année avec la Coupe du Monde féminine. L'Afrique sera représentée par 3 représentants. L'Afrique du Sud, le Cameroun et le dernier, Le Nigeria. Nigeria. Double Champion. qui a remporté récemment la CAN. Alors, où en est le football africain par rapport le football féminin africain par rapport aux autres nations? Très reculé. Ça va être compliqué, hein. Ça va être vraiment compliqué, on l'a vu dernièrement, les dernières sorties, la France qui avait affronté le Cameroun il n'y a pas très longtemps, des convenus, on voit une différence de niveau. Alors c'est vrai qu'il y a une certaine organisation, c'est certains pays, Ouais. c'est vraiment des pays ciblés, hein, le Nigeria, etc. C'est quelque chose qui existe depuis certaines années, le Cameroun aussi, mais malheureusement ça n'arrive pas à s'étendre sur toute l'Afrique et le niveau, on va dire, de ces équipes-là face à d'autres pays est malheureusement assez faible, ce qui fait qu'on a l'impression de voir ces équipes assez fortes, alors qu'au niveau du monde, c'est autre chose. Donc c'est vraiment dommage et on espère que ça va changer, mais en tout cas pour le court terme, ça va être délicat. Karim, est-ce qu'il n'y a pas un risque de voir les féminines faire un 0 pointé comme leurs homologues un an auparavant? Le risque est beaucoup plus important de voir un 0 pointé en France en juin prochain qu'en Russie au milieu de l'année dernière. Parce que de toute façon, et là je reprends ce que tu as dit, l'écart est beaucoup trop important. Et même quand on regarde ne serait-ce que la CAN par exemple, on voit au niveau de l'organisation, il n'y a que 8 équipes déjà à la CAN féminine, contrairement à la CAN masculine. Et puis surtout, les stades sont vides, il n'y a pas d'engouement. Donc même au-delà même des performances, il n'y a pas d'engouement autour du football féminin africain d'une manière générale, même si les filles vont très très loin. Voilà, on peut peut-être mettre l'exception du Nigeria, puis là de l'Afrique du Sud, parce que les Banyana iront à la Coupe du Monde pour la première fois. Donc ce sera aussi un événement et l'Afrique du Sud va candidater peut-être pour organiser la compétition dans les années à venir. Mais sinon, il n'y a pas d'engouement de toute façon. Donc pas d'engouement et un niveau footballistique énormissime, un écart énormissime entre l'Afrique et l'Europe et l'Amérique du Nord, par exemple, bien sûr. ça fait que malheureusement, il y a peu d'espoir. Après, on peut toujours espérer une surprise. Hein. Le bon vieux poncif, en football, on ne sait jamais. Ouais. Ça peut toujours marcher sur une compétition. Pourquoi pas voir une des 3 équipes franchir la phase de poule parce que, et là, ça va être mon motif d'espoir, c'est une compétition à 24 équipes, comme l'Euro, par exemple, ou comme la CAN, où les 2 premiers de chaque groupe sont qualifiés et aussi les 4 meilleurs, 3e. Donc, il y a quand même un peu d'espace. Moi, je suis optimiste, j'en espère au moins peut-être une équipe qualifiée. Pourquoi pas. Mais alors, ce retard, c'est quoi? C'est un manque d'investissement, un manque d'intérêt? C'est quoi le fond du problème? Alors, déjà, il y a un manque d'investissement parce que tout ce qui est football, mis à part quelques pays, hein, on est vraiment dans l'exception pour quelques pays, le football féminin est inexistant en Afrique. C'est dommage, hein, mais on voit par exemple en Europe, pour ne citer, parce qu'on est ici, et on cite l'exemple de l'Europe, mais ils organisent il y a la Ligue des Champions, il y a un certain niveau, donc on voit que le football est organisé, alors qu'en Afrique, c'est quelques pays qui s'organisent, et le reste, c'est le néant. Il y a des pays qui n'ont même pas de championnat féminin, donc ça fait qu'il y a un retard, et on a l'impression de progresser, parce que les équipes remportent des titres, etc., au niveau du continent, mais à l'extérieur, ça ne fonctionne pas, parce qu'elles ne jouent pas entre elles, il n'y a pas assez d'entraînement, et ça se voit, parce que les résultats, ils sont là, après. Donc il faudrait que les équipes africaines, féminines, s'organisent pour faire des championnats dans tout le continent, avoir des infrastructures pour les compétitions féminines, et après avancer dans le football féminin, parce que c'est ça le problème. Parce que le progrès, pour l'instant, il tient quasiment qu'à une seule chose, deux choses, c'est peut-être la bonne volonté, les bonnes générations, mais surtout des joueuses qui s'exportent de plus en plus à l'international. Il y a des joueuses notamment nigérianes qui jouent en Chine, il y a des joueuses même camerounaises, d'autres qui jouent dans le championnat de France, par exemple, de 2D1. Donc ça tient à ça pour l'instant, ça tient à l'expatriation sur des terres où justement le football féminin est un peu mieux structuré. Mais ça ne suffit pas. Toutes les structures ne sont pas là pour l'instant. Donc on verra à l'avenir si jamais certaines fédérations se décident à s'y mettre. Parce que déjà qu'on avait ce débat ici, mais à propos des jeunes, chez les jeunes, les hommes, déjà il n'y a pas de championnat, etc. Et les filles, malheureusement, ça vient encore derrière. C'est triste, mais c'est comme ça. Alors messieurs, on va attaquer aussi les compétitions interclubs de la CAF. Je l'ai dit tout à l'heure, il y aura la Ligue des Champions, la Coupe de la CAF. Alors, petite polémique qui a eu lieu, c'est sur la Super Coupe de la CAF qui va opposer l'Espérance Tunis au Raja Casablanca. Elle va se jouer où? Au Qatar. Au Qatar. Comme hier. La CAF aussi fait le choix de la délocalisation. Alors, vous en pensez quoi, vous? Pour ou contre? Je suis totalement contre. C'est les compétitions.
terrain neutre, ça peut se faire dans un autre pays en Afrique. Il y a beaucoup, Oui. il y a beaucoup de stades. Mais voilà, au Qatar, c'est purement économique. Il n'y a pas d'autre raison. Pourquoi délocaliser au Qatar? Bon, certes, les conditions climatiques pourraient ressembler à certains pays du Maghreb, notamment le Maroc ou encore l'Égypte. Mais dans la finalité, c'est l'image de l'Afrique qui prend encore un coup, incapable d'organiser des compétitions et le faire déplacer à l'étranger. Mais est-ce que c'est pas pour vendre son produit aussi? Parce que je sais pas. Oui, Moi, bah, après, je me mets. d'autres le font. Hein. Voilà. D'autres fédérations D'autres européennes le font. D'autres le font, mais là, on n'est pas d'autres, on est l'Afrique. Non, et mais l'Afrique a moi, je prends un besoin, exemple. a besoin Juste, de se me fais peut-être structurer. l'avocat du diable. Mhm. On prend que ce soit le trophée des champions, par exemple, la Supercoupe d'Espagne, l'année passée, c'est joué au Maroc. Ouais, la Donc, Supercoupe d'Italie aussi. Voilà. Avec d'autres polémiques. Aussi, voilà. Avec Et des- pourquoi pas jouer c'est la Super Coupe, par exemple, en Afrique du Sud, au Ghana. Mais c'est en Afrique. C'est Le en but, Afrique. qu'elle Mais, s'exporte. mais pourquoi c'est exporté On vend le alors produit que- football africain aussi. mais moi, on peut quelque très part. bien vendre en étant en Afrique. Pourquoi aller au Qatar? En plus, on a l'impression que c'est marketing, qu'il y a quelque chose derrière. C'est juste, Ah, forcément. voilà, donc c'est un peu dommage de priver, on va dire, le public africain, qui pourrait très bien organiser ce genre de compétition, enfin ce genre de finale, au sein de son propre continent, et bien sûr s'exporter. L'Afrique du Sud a des très bonnes télévisions, elle peut ou en Algérie, ou Bien au sûr, Maroc, ouais. ou voilà. Bon, Maroc, là, c'est délicat vu le contexte, mais elle peut s'exporter en étant en Afrique. Mais moi, alors, pour le coup, je vous comprends tous les deux. Mhm. Et pour répondre à ce que tu disais, c'est vrai qu'effectivement, c'est un produit d'appel marketing. Vendre l'image du football africain à l'extérieur du continent, pourquoi pas? Mais encore faut-il que le football africain soit mature. Oui. Si on compare avec les super coupes européennes, ce sont des pays, même la France, t'as dit, c'est mature. Donc d'avoir un match par an en Chine ou d'aller en Afrique, c'est pas si grave. Mais dans le cas de l'Afrique, il y a déjà tellement de choses à faire sur notre continent. Il y a déjà tellement de villes qu'on peut booster ou des stades qu'on peut booster avec ce genre d'événements. Pourquoi on va aller s'embêter à aller au Qatar? En plus, le Qatar. Bah, à parce la que limite, en le Europe, chèque est on gros peut aussi. dire, Mm. à la limite, en Europe, on peut se dire, oui, il y a des communautés, etc., selon Exactement. les clubs qui jouent. À la limite, ça peut s'entendre. Mais le Qatar, voilà, hormis le chèque. Une fois qu'on a passé cette question du chèque, qu'est-ce qui reste? Mais c'est le Comme football est engouement. devenu un argument financier maintenant. Non, mais d'accord, je C'est veux clair, bien. parce que je doute fortement que le stade soit rempli et qu'il y ait un fort engouement. On verra. On verra. On verra. L'avenir nous le Alors, dira. messieurs, on va passer aux choses sérieuses. Ce mardi 8 janvier, on connaîtra le nom du Ballon d'Or africain 2018. Ils sont trois en lice. Mohamed Salah, forcément tenant du titre. Logique. Sadio Mané qui sera à domicile, outsider sérieux. Et le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang. Alors, qui pour le gagner? Élément de réponse dans ce sujet d'Harold Montero. La Confédération africaine de football a levé le voile sur l'identité des trois finalistes pour le titre de joueur africain de l'année. Et comme en 2017, le trio final est le même avec l'Égyptien Mohamed Salah, tenant du titre, son coéquipier à Liverpool, le Sénégalais Sadio Mané et le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang. Après une saison folle sous les couleurs de Liverpool qui lui a valu d'être sacré meilleur joueur de Première Ligue et meilleur joueur africain selon la BBC, Salah part une fois de plus avec les faveurs des pronostics. Il faut dire que le Pharaon a été l'un des grands artisans de l'épopée des Reds en Ligue des Champions jusqu'à leur défaite en finale face au Real Madrid et est devenu recordman de buts du club en championnat sur une saison. En face, son coéquipier Mané, bien qu'à domicile, devrait une fois de plus terminer à la seconde place. Si tel est le cas, le podium final serait alors identique à celui de l'édition 2017 avec un Aubameyang en retrait des coéquipiers des Reds après avoir été sacré en 2015. Et comme pour les hommes, les noms des trois finalistes pour le trophée de joueuse africaine de l'année ont été dévoilés. Il s'agit des Nigériennes Aziza Oshoala, double tenante du titre, et Francisca Ordega, récente vainqueur de la CAN féminine, et de la Sud-Africaine Christina Tembi Katlana, meilleure joueuse et buteuse de la compétition. Tous les lauréats seront connus mardi 8 janvier lors de la cérémonie des CAF Awards qui se tiendra à Dakar. Messieurs, on l'a vu, hein, les trois finalistes, sans surprise. On a l'impression que le titre Scott, il est promis à Salah. C'est logique. On va rentrer dans une logique. Salah, il a marqué beaucoup plus de buts que ses concurrents. Ouais. En équipe nationale, bon, il a réussi à aller déjà en Coupe du Monde. Donc, Pierre-Emerick Aubameyang, je suis désolé, mais il est déjà éliminé. En Ligue des Champions, ils sont allés loin. Malheureusement, avec sa blessure à la fin, bon, Salah, il n'a pas pu finir ce qu'il avait commencé. Mais Salah, il a effectué une saison en Première Ligue incroyable. Incroyable. Sadio Mané a été bon, mais malheureusement pas assez régulier pour pouvoir postuler en tant que pour la première place pour le Ballon d'Or. Ouais. Et ce qui aurait pu l'aider, c'est les performances en équipe nationale. Le Sénégal a malheureusement échoué
au même titre que l'Égypte. Donc, elle n'a pas fait mieux que l'Égypte. Donc, forcément, si on regroupe tout, c'est logique que Salah soit sacré au Ballon d'Or. Une deuxième fois consécutive. Ouais, je suis du même avis. Et pour revenir sur les sélections nationales, c'est vrai que ça fait une grosse différence. Parce que Mohamed Salah, même s'il n'a pas pu disputer la Coupe du Monde dans de bonnes conditions à cause de sa blessure, c'est lui qui a porté quand même cette équipe vers la Coupe du Monde. Et ça, en Égypte, tout le monde est au courant. Et puis tous les observateurs savent que l'Égypte, c'est Mohamed Salah qui porte cette équipe, qui porte l'âme des pharaons. Alors qu'au Sénégal, il y a toujours ces débats autour de Sadio Mané. Oui, c'est le grand joueur de Liverpool, d'accord, mais en sélection... Même son poste, il est remis en cause. Oui, 10, pas 10, voilà, 10, pas 10. On l'a vu à la Coupe du Monde, c'est un peu tâtonné, on ne savait pas trop. Et finalement, il ne pouvait pas donner le meilleur de lui-même, peut-être aussi pour des raisons tactiques. Alors forcément, les gens sont déçus de Sadio Mané par rapport à la sélection. Et rien que pour ça, surtout, ce sont deux joueurs du même club. Et donc, forcément, les comparatifs se font d'une manière immédiate puisque ce sont les mêmes compétitions qu'ils jouent. Totalement. À partir de là, malheureusement, Salah, à mon avis, garde un gros avantage sur Sadio Mané. D'ailleurs, El Hadjouf disait au sujet de ce duel, il disait Sadio Mané joue peut-être mieux et mieux intégré dans le collectif, mais Salah est plus décisif. Exactement. C'est vrai qu'à la fin, ce qu'on regarde, c'est les stats. Exactement. 44 buts, je crois, en 55 matchs. C'est ça. Et puis titre de meilleur joueur de Première Ligue aussi. Exactement. Qui compte dans la balance. Ouais. Alors, messieurs, juste question comme ça, est-ce que d'autres joueurs n'auraient pas pu prétendre à être dans ce podium final? Parce qu'on pense notamment à Kalidou Koulibaly ou encore à Hakim Ziyech. Parce qu'il y a en fait, il y a une petite polémique quand même, il faut le rappeler, lors de la publication de la liste des 10 finalistes. C'est que Kalidou Koulibaly, il n'y est pas. Ouais, ça, c'est pas normal. Hakim Ziyech n'y était pas non plus, etc. etc. On s'est dit quand même, il y a de sacrés loupés. Les deux premières places, je pense qu'elles sont incontestables. Ouais. Les deux vraiment méritent parce que vu le parcours qu'ils ont fait en club, voilà, même en sélection, ils sont arrivés quand même à un certain niveau. Mais la troisième place, elle est totalement remise en question parce que, bon, certes, Aubameyang, il a fait une très bonne saison, mais un mec comme Kalidou Koulibaly, ce qu'il a fait dans son club, je ne comprends pas pourquoi il n'est même pas dans les 5 premiers. Alors que, voilà, bon, Aubameyang, il a été bon, je ne dis pas qu'il a été mauvais, mais voilà, il y avait d'autres Africains, on a parlé d'Hakim Ziyech, ils ont fait des bonnes choses en sélection et en club, meilleur que celui qui est là à la troisième place, donc forcément il y a débat, c'est logique, vu que celui qui est devant n'est peut-être pas meilleur que ceux qui sont derrière, le débat est forcément ouvert. Après, est-ce que ça vient pas aussi de l'opacité des systèmes, des critères du vote? Parce qu'au final, on ne sait pas trop qui vote, on ne sait pas trop comment sont répartis les points. C'est pire que le Ballon d'Or. Déjà que le Ballon d'Or, on sait. On va encore dire que je tape sur la CAF, mais c'est... Non, mais c'est vrai parce que déjà que le Ballon d'Or, France Football, donc le Ballon d'Or décerné en Europe, il y a déjà des polémiques à chaque fois parce que... Et alors que les listes des votes des journalistes sont publiées le lendemain dans le magazine France Football, même là, il y a des polémiques. Alors forcément, quand le système est opaque, comme c'est le cas au niveau des CAF Awards, forcément, on ne peut pas y voir clair. Et sur les joueurs que tu citais, Koulibaly ou d'autres, c'est vrai que forcément, Koulibaly, c'est juste un pilier de cette équipe. Alors après, malheureusement, Naples ne gagne jamais de trophée. Donc ça, c'est aussi le gros problème. L'éternel problème. Et puis, c'est un défenseur. Donc un défenseur, pour qu'il soit vraiment double handicap. Voilà, c'est un double handicap. Mais quand même, c'est vrai que sur les critères objectifs, on aurait pu mettre quand même un Kalidou Koulibaly sur le podium, malgré tout. Et bon, le jour où la CAF décidera d'être plus clair dans ses critères et dans la façon dont ça s'opère, peut-être qu'il y aurait moins de débat. En tout cas, la CAF, si nous entendent, c'était le petit appel du pied qu'on fait un peu plus de communication et de clairvoyance. Messieurs, on se retrouve dans la seconde partie dans quelques instants, juste après cette petite page de pub. After Stade, deuxième partie, toujours accompagné de Scott Cadina de Léopard Leader Foot et Karim Baldé de TV5 Monde. Messieurs, on était en train de parler donc des CAF Awards. On a vu un petit peu qui étaient les finalistes et quelles étaient leurs chances. Apparemment, on est tous d'accord pour dire que Salah part avec une bonne longueur d'avance. Mais bon, il y avait aussi un autre débat qui s'était installé au niveau du football africain. C'était quand on voit justement les têtes d'affiche actuellement que sont Salah, Mané, Aubameyang, Mahrez et d'autres. On se demandait, est-ce qu'ils sont au niveau de leurs prédécesseurs? Quand on compare la génération des Drogba, Yaya Touré, Eto'o, est-ce que c'est aussi bon intrinsèquement en termes de qualité, aussi, est-ce qu'ils ont l'aura de leurs aînés? Non. Non. Non, parce que... et là, je n'en viens même pas des critères purement footballistiques. Footballistiquement, ils sont tous super forts. Aubameyang, Salah, Mané, etc. Ils se distinguent.
Après, quand on compare avec la génération précédente a gagné des trophées majeurs comme la Ligue des Champions. Et forcément, c'est un truc qu'on regarde de près. Drogba l'a gagné après moult tentatives. Il l'a eu. Ouais, il l'a eu. Eto'o a remporté la Ligue des Champions avec l'Inter de Milan, avec le FC Barcelone. Donc, déjà, ça place des hommes. À partir de là, l'autre critère, c'est le critère extrasportif dans ce qu'ils peuvent dégager hors du terrain sur l'aura. Et aujourd'hui, il faut quand même le dire, avec les réseaux sociaux, voilà, les joueurs qui comptent sont aussi des joueurs qui arrivent à véhiculer une image à travers les réseaux sociaux. Quand on voit Kylian Mbappé, par exemple, qui vient tout juste d'avoir 20 ans, lui, sa communication, elle est millimétrée, elle est précise. Et tout ce qu'il fait, ça se passe bien parce que quand il y a des enfants, hop, ils le mettent en avant. Quand il retourne à Bondy ou quand il fait telle ou telle action, ou même quand il délire, par exemple, bah voilà, ça a tout de suite un écho surdimensionné. Alors que les stars africaines, elles, sont de bons footballeurs, de très bons footballeurs, mais ils n'ont pas encore cette aura-là à l'échelle internationale. Sadio Mané, on en parlait un petit peu off, mais c'est vrai que son caractère introverti n'aide pas. Mohamed Salah, c'est pas non plus la superstar. Enfin, voilà, c'est pas à l'échelle de l'Égypte, il l'est, mais à l'échelle de l'Égypte, oui, mais pas au-delà parce qu'il n'a pas ce caractère expansif ou il montre pas énormément. Il est très discret dans sa vie. C'est très bien, hein, c'est pas du tout une critique. Mais c'est juste que ça n'aide pas à avoir des superstars comme Yaya Touré ou comme Drogba ou comme Eto'o, comme on a pu avoir dans les années 2000. Et puis là, on parle de palmarès, de Ligue des Champions, etc. Mais au-delà d'aller, par exemple, dans des compétitions européennes, il faut voir déjà en Afrique, ni Aubameyang, ni Sadio Mané n'ont remporté la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà. Même Salah, voilà, c'est un très bon joueur, hein, mais il n'a pas gagné la Coupe d'Afrique des Nations. Pas encore, ouais. Pas encore, oui, forcément. Peut-être qu'un de ces joueurs-là la remportera. Mais pour l'instant, ils n'ont pas fait ce que les autres ont pu faire. Et c'est ça. Parce que les Samuel Eto'o, bon, Drogba, c'est un cas à part. C'est un cas à part. Mais voilà, ils ont des cannes derrière eux. Quoi. C'est peut-être ça le gros souci pour eux. Messieurs, on va revenir un petit peu sur les CAF Awards avec le trio final pour le trophée du meilleur coach. Donc, Aliou Cissé, sélectionneur du Sénégal, Hervé Renard, sélectionneur du Maroc, et Mouine Chabani, vainqueur de la Ligue des Champions de la CAF avec l'Espérance de Tunis. Favori logique pour vous, ce serait qui? Là, c'est pas facile. Ouais. Là, on n'est plus dans... Attendez, les critères, c'est quoi? Le Sénégal a gagné quoi? Le Sénégal, rien. Ils sont qualifiés pour la Coupe du Monde. Le Maroc a gagné quoi? Mais attention, ils sont qualifiés pour la Coupe du Monde. Monde. C'est un titre. Ah, mais en Afrique, voilà, il n'y a pas beaucoup d'équipes. Il n'y a que 5 postes quand même pour la Coupe du Monde. Quand même, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Juste me fais encore l'avocat du diable. Est-ce que quand on a une équipe comme celle du Sénégal, est-ce que c'est pas un service minimum que d'aller en Coupe du Monde? Franchement, c'est délicat parce que ça dépend du groupe. Si le groupe est abordable. On rappelle le groupe. Afrique du Sud, Burkina Faso. Bon, voilà. Là, on va dire que voilà, ils ont eu un groupe plutôt favorable, mais y aller, c'est quand même quelque chose. Hein. C'est vraiment, faut saluer le parcours qui a été fait. En plus, au-delà des éliminatoires, ils ont quand même, même s'il y a eu la déception à la fin, fait quand même une compétition plutôt honorable. C'est l'équipe africaine qui a fait avec le Nigeria, on peut aussi mettre le Nigeria dedans. Un parcours plutôt honorable pour ne pas dire bon, parce que voilà, ils n'ont pas passé le premier tour. Mais voilà, on peut dire que c'est un peu logique. Et après, du coup, par rapport à l'Espérance de Tunis, c'est vrai que voilà, toi tu dis, oui, le Sénégal n'a rien gagné, le Maroc non plus, mais c'est vrai que l'Espérance de Tunis a été sacré champion d'Afrique des clubs. Après, on a toujours du mal c'est toujours dur de comparer les compétitions interclubs africaines avec des sélections, et notamment celles qui sont là à la Coupe du Monde. C'est très difficile de mettre les deux sur un pied d'égalité. Et c'est pour ça que, à ta question de savoir qui est favori, c'est compliqué de répondre à ça. Parce qu'autant les joueurs, les trois qu'on a cités tout à l'heure, eux, ils jouent tous en Europe. Donc c'est facile, on a des éléments de comparaison. Mais là, entre le Maroc, le Sénégal et donc l'Espérance de Tunis, c'est pas les mêmes échelles. Alors après, un mot quand même à la fois sur Aliou Cissé, parce que je sais qu'il est très critiqué au Sénégal pour tout un tas de raisons. Alors, je vais me faire aussi l'avocat du diable pour le coup. Je sais que ça va être difficile. Je ne critique pas. Non, pas toi en particulier. Mais c'est vrai qu'Aliou Cissé, il a un mérite quand même dans l'histoire, c'est qu'il tente de mettre un projet en place. Alors, bien sûr que parfois, il change un petit peu au niveau technique, ça, mais au moins, et moi, pour avoir pas mal suivi le Sénégal, notamment l'année dernière dans la préparation du mondial, etc., il a quand même une aura, il dégage quelque chose qui fait que les joueurs quand même suivent globalement son discours. Bien sûr qu'il y a des choix qui ont été contestés, bien sûr qu'il y a des joueurs qui sont en désaccord avec lui. On a entendu à la télévision sénégalaise Diafra Sakho par exemple parler, ou même nous on a vu Kara par exemple après le match PSG Nantes fin décembre où il dit qu'il comprend pas, etc., pourquoi il est mis hors du groupe. Donc, bien sûr qu'il y a ce genre de cadres qui se sentent un petit peu écartés. Mais au-delà de ça, ils tentent quand même de mettre un projet en place. Alors bien sûr, la Coupe du Monde, ça s'est joué à peu. Mais là, on verra que la CAN, ça va être décisif. Si le Sénégal ne gagne pas la CAN, là, effectivement, on pourra dire
ou ne va pas en demi-finale, c'est un échec. Mais si ça progresse, au moins il y aura cette idée-là que voilà, peut-être que petit à petit, Sénégal va enfin espérer, pourquoi pas, viser un trophée. Ce serait déjà pas mal. Parce que le top départ, on va dire que ce sera la CAN 2019. Si le Sénégal réussit à aller en demi-finale, voire en finale, ou remporter complètement la compétition, là on verra l'UCC d'un œil différent. Mais s'il ne fait pas mieux qu'en 2017, voilà, l'œil des... Ça passe sa casse, hein. Voilà, c'est clair, exactement. c'est clair. Ça va être délicat de pouvoir le placer. Alors, mais en tout cas, pour ce trophée, ça va se jouer entre lui et Hervé Renard, je pense. Parce qu'Hervé Renard, il a pratiquement fait la même chose qu'à l'UCC. Oui. Mais puis Renard, il a son palmarès aussi qui parle pour lui. Exactement. C'est vrai. Il joue aussi. C'est vrai. Peut-être entre les deux sélectionneurs. Entre les deux, oui. Alors, messieurs, on va passer au sujet qui nous intéresse beaucoup, qui vous intéresse aussi, les spectateurs, et qui, voilà, ce qui fait beaucoup parler, c'est la CAN 2019. Donc, on est à J-2 du comité exécutif de la CAF, qui aura lieu à Dakar au lendemain des CAF Awards. On connaîtra enfin le nom de ce fameux pays hôte qui se fait tant désirer. Donc, allez, ils sont deux en lice, sauf surprise. Surprise. On n'est pas à l'abri. L'Égypte et l'Afrique du Sud. Avantage pour qui pour l'instant? Pour moi, je pense que ça sera l'Égypte. Parce que l'Égypte, déjà ça fait longtemps qu'il n'y avait pas eu de compétition comme la CAN en Afrique du Nord. La dernière remonte quand même à 2006, hein, c'est en Égypte d'ailleurs, ça remonte. Ensuite, voilà, au niveau des infrastructures, l'Égypte est là, elle est présente. Après, la sécurité, je pense que ce n'est pas un réel problème parce que si ça posait véritablement problème, je pense que la CAF aurait déjà retiré la Coupe d'Afrique U23 qui aura lieu en 2019 en Égypte. Donc, si la CAF n'a pas jugé bon de retirer cette compétition-là, elle n'aura peut-être pas forcément besoin de retirer la grande Coupe d'Afrique des Nations. Hein. À ceci près quand même que la CAF nous habitue à retirer des compétitions à la dernière minute et que nous sommes en janvier, que tu parles d'une compétition, donc la CAN 2023 qui aura lieu en décembre. Donc la CAF a encore tout le loisir de retirer à quelques semaines de la compétition. On a des CAN en 3 mois. Voilà, donc il faut quand même signaler que le siège de la CAF il est en Égypte. Donc au niveau infrastructure, ils sont complètement... Ils ont les infrastructures et donc ils peuvent voir où ça en est. Et même au niveau sécuritaire, vu qu'ils sont sur place, ils peuvent savoir si oui ou non c'est possible de jouer une Coupe d'Afrique des Nations. Après, sur le niveau sécuritaire, l'Égypte revient de loin quand même, parce qu'il ne faut pas oublier tous les drames qui ont eu lieu dans les stades égyptiens ces dernières années. Le fait que pendant très longtemps, même après avoir relancé le championnat, les matchs se jouent à huis clos la plupart du temps, ou avec très peu de spectateurs autorisés dans les stades. Donc finalement, ils ont peut-être moins l'habitude maintenant d'organiser des gros événements comme à l'époque de la CAN 2006 où là effectivement l'Égypte était une place forte du foot africain. Donc pour répondre à ta question, moi je préférais l'Afrique du Sud et je donnerais un petit avantage parce que par rapport à la sécurité c'est peut-être un peu plus sûr. On oublie les taux de criminalité qu'il y a en Afrique du Sud, mais globalement la sécurité sera à mon avis mieux assurée là-bas qu'en Égypte. Après, au niveau des infrastructures et des stades, en Afrique du Sud, tout y est. L'Afrique du Sud a déjà joué les pompiers de service, notamment en 2013. Donc à partir de là, pourquoi ce serait plus exotique en plus pour l'Afrique du Sud, c'est plus loin. On est habitué à voyager. En fait, je veux voyager. Il veut voyager. Après, il faut quand même signaler que voilà, l'Afrique du Sud, au niveau des supporters, est-ce que la CAF va regarder ça? Il y aura un engouement. Est-ce que la CAF va pas... Est-ce que la CAF regarde ça? C'est une question aussi. Hein, parce qu'est-ce qu'on s'est posé la question de ça pour la Guinée équatoriale? Est-ce qu'on s'est posé la question pour d'autres pays? Donc je ne suis pas sûr que la CAF prenne en compte le fait d'avoir des stades pleins parce que c'est toujours un problème, quelle que soit la CAN, c'est qu'en dehors des matchs d'équipe nationale, les stades sont souvent vides. Donc je ne pense pas que là, surtout avec l'urgence de la situation, à 6 mois, à 2 jours là maintenant de la nouvelle attribution pour 2019, je ne suis pas sûr qu'ils regardent cette question des supporters de remplir les stades de près. Et en plus là-bas, ils peuvent se dire qu'au moins les gens, ils ont peut-être un pouvoir d'achat meilleur pour pouvoir aller dans les stades, un pouvoir d'achat meilleur qu'en Égypte. Alors, messieurs, on a vu donc le président Ahmad était de passage en Guinée avant d'arriver au Sénégal pour les CAF Awards. Alors, il y a eu plusieurs officialisations. CAN 2021, ce sera au Cameroun. CAN 2025, ce sera en Guinée. Voilà. CAN 2023, point d'interrogation. Ça, c'est le premier truc. Ensuite, du coup, la Côte d'Ivoire n'est pas contente. Elle a fait quoi? Elle a saisi le tribunal arbitral du sport. Les Comores ont aussi saisi le tribunal arbitral du sport parce qu'ils veulent que le Cameroun, qui s'est vu retirer de la CAN 2019, soit disqualifié. Ce qui peut être légitime. Et enfin, il y a l'association des clubs amateurs de football qui a saisi aussi le tribunal arbitral du sport parce qu'ils ne veulent pas qu'on retire la CAN 2019 au Cameroun. Ça fait quand même 3 plaintes sur le dos de la Confédération africaine de football. Des plaintes logiques.
Légitime. Si on légitime. regarde les textes. Si on regarde les Ouais, textes, clairement, ils ont totalement le droit d'y aller. Après, je pense que la CAF est certes responsable, mais pas la seule. La Côte d'Ivoire, je prends le cas de la Côte d'Ivoire. Dans un pays qui veut organiser donc la Coupe d'Afrique des Nations 2021, au sein de ce propre pays, il y a déjà des désaccords. On ne sait pas, à côté, il y en a qui, la CAF dit parler avec certaines personnes qui sont pour, il y en a qui sont contre. Donc si la Côte d'Ivoire parlait d'une seule voix, ça serait peut-être meilleur. Parce que là, certes, la CAF est responsable, parce que c'est elle-même qui veut déplacer la CAN qui était déjà attribuée, mais la Côte d'Ivoire aussi aurait dû être unie dans son choix avant de négocier avec la CAF, etc. Bon, certains représentants, parce que la CAF a été un peu flou sur ce dossier-là. Après, pour les Comores, c'est logique. Là, pour moi, c'est faute de la CAF et non des Comores, parce que mais est-ce que la là, CAF n'a pas justement, respecté c'est pas les résultats d'un arrangement qui ne dit pas son nom? Parce que normalement, quand on retire une compétition, on sanctionne. On se souvient du Maroc en 2015. En 2015, oui. Il y a même plus grave que ça. Et c'est pour ça. Alors, c'est pas parce que je suis comorien que je trouve que la plainte des Comores est légitime. On va atténuer ça. On va atténuer ça, mais quand même, ce qui est quand même catastrophique dans la communication des instances, c'est qu'après le retrait du Cameroun, il n'est pas tranché cette question du sort des Lions indomptables dans les qualifications de la CAN, ce qui en soi est un premier problème. Et le deuxième problème, c'est encore pire, c'est que le numéro 2 notamment disait « Bah oui, mais bon, normalement, le Cameroun devrait gagner. » Mais comment ça le numéro 2 d'une confédération peut dire comme ça à la télévision « Oui, de toute façon, le Cameroun va battre les Comores, donc le Cameroun sera dans les deux avec le Maroc, et donc le problème sera réglé. » Mais on ne peut pas réfléchir comme ça. Parce que là, c'est-à-dire que de fait, eux, en gros, ils espèrent que le Cameroun gagne, parce que si les Comores gagnent et que les Comores passent deuxième et se qualifient au détriment du Cameroun, qu'est-ce qu'on fait? Et le problème, c'est qu'ils ne veulent pas trancher la situation avant. C'est ça qui est dramatique. C'était la fameuse question dans l'anticipation qu'on évoquait tout à l'heure. Voilà. Mais messieurs, quand même, ça pose un problème. On a une instance qui est régie par des textes, qui, tous les 4 matins, balance ses textes pour dire on fait ça, ça, ça. Et maintenant, il dit oui, le texte, c'est ça, mais on ne va pas le respecter. En termes d'image, c'est terrible quand même. C'est une honte. Il faut dire la vérité, c'est une honte parce que vous fêtes ça en 2015, mais en 2019, non, on ne peut pas faire parce qu'il y a un arrangement, on va les décaler à 2021. Pourquoi ils n'ont pas fait ça? Bon, après, c'est vrai que ce n'était pas les mêmes dirigeants, mais les mêmes contextes aussi. Mais voilà, pourquoi faire chez l'un et pas chez l'autre? Là, les Comores ont totalement le droit de respecter les textes et d'aller même au tribunal d'arbitrage des sports parce que c'est pas logique. On dégage une image d'une confédération désorganisée qui est dans l'improvisation. C'est ça, l'image. Depuis le mois de décembre, depuis le retrait de la CAN Cameroun, c'est la désorganisation permanente. Et même, quand on a vu la visite d'Amadamad, par exemple, en Guinée, les annonces comme ça, il les fait alors que ça aurait pu s'arranger avant, ou du moins ils auraient dû se taire avant. Je ne sais pas dans quel sens ils auraient dû faire, ça c'est pas mon affaire, mais c'est vrai qu'ils n'auraient pas dû dire directement 2-3 jours après, oui bon on va tout décaler et le monde sera merveilleux, parce que c'était ça le discours d'Amadamad. Sauf que non, c'est pas si facile que ça, on peut pas décréter d'un coup qu'un pays qui avait la compétition en 2021, en 2023 pardon, en 2021, en 2023 comme ça. Donc il y a eu une improvisation générale à tous les étages de la CAF qui est honteuse et préoccupante parce que du coup, tout au long de ce début d'année, il va falloir régler tous ces dossiers les uns après les autres. On parlait de plaintes et tous ces dossiers-là, il va falloir les régler. Donc, et quand est-ce qu'on va se concentrer sur le jeu et donc sur la CAN en elle-même en juin prochain? C'est une bonne question. Alors, ça pose aussi quand même la question de l'avenir de la CAN parce que la CAN maintenant, elle est à 24. Bonne ou mauvaise idée, ça, on le saura dès le mois de juin en Afrique du Sud ou en Égypte. On verra ça mercredi. Mais déjà, quel pays en Afrique est en mesure d'organiser la CAN seul à 24? Il n'y en a pas beaucoup. Ils sont à compter sur le doigt d'une main. Oui, bien d'accord. sûr. On est d'accord. Là, on demande au Cameroun d'attendre jusqu'à 2021. C'est que voilà, ils savent très bien que pour l'instant, en 2019, à l'heure où on parle, les pays sont vraiment... parce que c'est une CAN à 24 équipes, c'est énorme. C'est énorme. Il y a des infrastructures. Les gens oublient souvent que c'est pas que les stades. Organiser une Coupe d'Afrique des Nations, c'est pas que les stades. C'est les terrains d'entraînement. Hôtels. Aux centres médicaux, c'est les routes, les moyens de transport, si le pays est grand, comment faire pour se déplacer, avion, pas avion, bus, pas bus. Donc il y a tout ça qui est à prendre en compte. Et là, à l'heure actuelle, en regardant les équipes, les pays, on s'aperçoit qu'il n'y en a pas beaucoup qu'on ne serait-ce que 6 stades dans un pays. 6 stades potables pour une CAN. Pour une CAN, donc c'est dommage, mais le football africain avancera peut-être lorsque pratiquement tous les pays auront au moins 6 stades
conforme à la CAF. Et parce que c'est ça, la conformité aussi. Oui. Mais du coup, quand même, est-ce que le risque, c'est pas de voir la compétition devenir l'exclusivité de 4-5 pays seulement? Ça veut dire qu'une CAN, on va jouer une CAN au Maroc, l'autre en Algérie, l'autre en Égypte, et peut-être au Ghana, et après Algérie, ouais. Ça, c'est le gros problème, parce que de toute façon, le passage de 16 à 24 était décidé, alors que certains pays n'arrivaient pas à faire à 16 équipes. Donc déjà, à partir de là, on élimine beaucoup de pays. Donc forcément, on peut avoir cette crainte-là d'avoir que 4-5 pays capables d'organiser. L'autre solution, ce sera comme pour la Coupe du Monde de toute façon, et là aussi, bon, l'élargissement, je ne suis pas non plus très favorable à tout ça, mais ce serait des co-organisations entre 2 voire 3 pays. Enfin, 3 c'est un peu beaucoup, mais au moins 2 pays, voilà, qu'on puisse avoir une moitié de compétition chez les uns, une moitié de compétition chez les autres, avec une finale et un match d'ouverture donc dans chacun des 2 pays. Pourquoi pas? Après, il faudrait que les pays savent s'arranger entre eux. Ça, c'est une autre question aussi. Diplomatie aussi, voilà. Au niveau de la diplomatie, voilà, il y a du boulot à faire. Mais si ça peut permettre justement des co-organisations, pourquoi pas? En attendant qu'il y ait des co-organisations, etc., les équipes africaines, celles qui ne sont pas encore prêtes pour organiser ce genre de compétition, doivent utiliser le temps. Parce que là, on se rend compte que jusqu'à 2025, on est à peu près sûr des pays. Si la tendance se maintient. Si la tendance se maintient. Mais pendant tout ce temps-là, est-ce que les équipes, les autres nations, vont rester au même niveau et ne vont pas essayer de se développer pour essayer d'organiser des CAN Est-ce qu'en fait, justement, c'est pas ça. Est-ce qu'on ne prend pas le problème à l'inverse, qu'on ne se dit pas, je vais organiser une CAN, je vais faire des stades, alors qu'on devrait se dire, j'ai déjà 3-4 stades, il m'en manque plus que 2. Là, maintenant, je peux postuler pour une CAN. Je pense que c'est ça. Après, ça dépend des pays, bien évidemment. Mais c'est ça, il faut d'abord avoir tout ce qu'il y a en sa possession avant de prétendre organiser une CAN. Si vous avez peut-être 3-4 stades qui sont déjà aux normes de la CAF et qui peuvent assurer, etc., en rajouter quelques-uns, ça suffit vu le délai. Mais quand vous partez de 0, de rien ou de 1 voire 2, c'est un peu délicat parce qu'une Coupe d'Afrique des Nations à 24, ça demande beaucoup plus de stades. Et là, dans ce cas-là, il faudrait faire des projets sur 15 ans, sur 20 ans et pas juste le temps d'une candidature. Exactement. Autant dire que c'est pas demain la veille qu'on va arriver à ce... Voilà. C'était le sens de mon propos. Vous l'aurez compris, en tout cas, chers téléspectateurs, il y a du boulot. Messieurs, merci en tout cas pour votre participation. Rendez-vous mercredi pour le grand verdict. On saura enfin où est-ce qu'on ira. Égypte du côté de Scott ou Afrique du Sud, plus exotique. Il fait froid en juin. Attention, oui, c'est vrai. Pour Karim. Nous, on se donne forcément rendez-vous lundi prochain. Même lieu, même heure. D'ici là, portez-vous bien.